Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous remercier pour ceux qui sont dans la salle et qui ont fait le déplacement. Pour ceux qui sont en ligne, j'espère que la prochaine fois, vous ferez le déplacement parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer sur un sujet qui nous concerne tous, tant dans nos entreprises qu'en termes de citoyens, sur l'identité numérique dans le monde bancaire. Qu'en est-il aujourd'hui et demain? M'accompagnent, et je tiens à les remercier, donc Sarah et Marie, Olivier, Karim, Yves et Xavier. Je n'oublie personne parce qu'il y a 2 Xavier en plus, si je ne me trompe. Yves, alors Yves, Xavier, bon, ok, je me suis trompée, il y a un seul Xavier. Voilà, c'est ça le matin quand on se lève très très tôt. Sur la première question, quand nous avons démarré la préparation de cette table ronde, le titre de la table ronde a été un vrai sujet. Et justement, je voulais demander à nos acteurs bancaires, en quelques mots et juste pour introduire la vision qu'ils ont de ce titre et ce qui porte à débat, et en découleront les questions suivantes. Qui veut commencer? Allez, je me lance. Oui, alors effectivement, le titre est un peu, je dirais, surprenant de parler d'identité bancaire, parce qu'en fait, le sujet est peut-être plutôt celui de l'usage de l'identité dans la banque. Parce que si on parle d'identité bancaire, on va parler, je dirais, d'identité ou d'identifiant assez classique comme un IBAN, enfin un RIB, une carte bancaire, je dirais, un identifiant SWIFT pour les activités financières ou bancaires. Quand on parle par contre d'identité dans la banque, là on touche à un autre sujet, c'est celui de l'obligation pour les banques et de faire finalement quelque chose qui est fait régulièrement, qui est de pouvoir vérifier l'identité d'une personne, d'un client, et donc de pouvoir, je dirais, s'assurer de la réalité de la relation qui existe. Donc là, on parle d'identité, et à ce titre, les banques sont effectivement, depuis toujours, des gros consommateurs d'identité et sont toujours dans l'obligation de pouvoir vérifier cette identité. Donc, on est, en tant que banquier, d'abord des consommateurs d'identité. Voilà, c'est comme ça que je le présenterai. Alors après, effectivement, on peut être amené à générer nous-mêmes nos propres identités, mais ce sont des identités qui sont sectorielles, qui sont vraiment à usage, je dirais, interne. Elles ne sont pas là à usage, je dirais, universel. Et la transformation, et je pense que ça va être le sujet des discussions aujourd'hui, c'est justement la transformation de cette identité régalienne, hein, pour préciser un peu le caractère, je dirais, de représentation régalienne et de conformité, je dirais, bancaire de cette identité. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Yves, l'identité bancaire. Olivier ? Je ne suis pas la seule. Ah, voilà, vous m'avez induit en erreur, c'est pour ça. Non, plaisanterie mise à part, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Olivier. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je pense que cette identité ou ces identités qui sont utilisées, parce que maintenant on peut dire ces identités qui sont utilisées par la banque, ont connu un boom avec la digitalisation des processus et notamment des entrées en relation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à travers... Alors, il y a eu cette normalisation qui permet de remettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, hein, notamment à travers les travaux faits par l'ANSSI, mais on arrive à avoir des éléments différents. Donc, il n'y a même pas... J'ai presque envie de dire, s'il y avait eu une identité bancaire, il y aurait eu des identités bancaires, si on veut associer ça effectivement à ces identités régaliennes. Donc, il n'y a pas une identité, il y en a plusieurs qui sont utilisées par la banque et sous différentes formes, et encore une fois, un peu boostées par le digital. Merci. Moi, je rejoins un peu Olivier et Karim, hein, sur la question de l'identité. Dans le titre de la conférence, je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt monde d'hier, monde d'hier et monde de demain. C'est cette question de transition, en fait, parce que tous nos processus, enfin, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on vit quand même vraiment cette transformation de nos processus, cette digitalisation, cette numérisation. Et finalement, pour quelque chose qui est cœur pour nous en tant qu'acteurs financiers, s'assurer que le client ou la personne à qui on entre en relation est bien la personne qu'il prétend être, et notre obligation de le faire, ce processus-là, il est resté encore très, très ancré dans le monde physique. Hein. Finalement, on est toujours la pierre angulaire, c'est toujours la pièce d'identité, la carte d'identité, le passeport. Et alors que
plein d'autres processus ont vraiment fait cette bascule. Et évidemment, on n'est pas dans un monde 100% virtuel, on est encore dans un monde hybride. La relation physique existe encore, mais on a le sentiment que, en ce qui concerne l'identité, on est encore vraiment ancré dans le monde physique et la bascule, on l'a pas fait. Et je pense que le point de cette matinée, de cette conférence ce matin, c'est justement, en particulier avec le projet d'identité numérique européenne, cette opportunité pour ce dernier bastion, j'allais dire, du monde physique dans notre monde un peu plus numérique, faire cette bascule vers le monde numérique. Donc, Yves, je vais rebondir sur ça pour vous demander, ainsi qu'à Karim, pourquoi justement cette entrée en relation aujourd'hui se cristallise. Quelles en sont les raisons et comment vous l'analysez, vous deux, justement, parce que vous parlez de pierre angulaire, c'est aussi une des colonnes vertébrales du domaine bancaire, cette rentrée en relation. Oui, tout à fait. C'est vraiment une étape clé dans nos processus et dans la vie, la relation avec nos clients. Hein, c'est le début. Alors, c'est une étape clé, c'est parce qu'on a des obligations réglementaires. Hein, le régulateur nous demande de faire un certain nombre de contrôles, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de nous assurer que la personne avec laquelle on traite est bien la personne qu'elle prétend être et qu'elle est éligible à nos services. Un certain nombre de contrôles. Et c'est aussi crucial pour nous, au-delà du pur aspect réglementaire obligatoire, c'est une manière de protéger nos clients, de nous protéger nous contre la fraude, puisque c'est important, nous, en tant qu'établissement financier, de nous protéger contre la fraude. Et la digitalisation, elle a changé quand même quelque chose, parce que la nature de la fraude a changé et il est plus facile, en tous les cas, la manière, c'est plus facile de manipuler des bits et des fichiers qu'une personne en chair et en os. Donc, dans l'entrée en relation, s'assurer que la personne qu'on a en face de nous est bien la bonne personne, c'est beaucoup plus compliqué. Et un troisième élément, c'est quand même on est des établissements commerciaux, hein, la mise en relation, c'est la mise en relation avec un client. Et cette entrée en relation, elle est fondamentale. Et avec la digitalisation, l'enjeu, il est encore plus fort parce qu'on a un fort risque de perdre le client parce qu'on n'a pas encore fini la mise en relation. Et quand un client est dans notre agence, il a déjà fait la démarche, on a le temps de lancer un certain nombre de processus. Là, dans l'entrée en relation, on a un vrai enjeu de simplicité et de fluidité du process pour ne pas perdre le client. Alors, moi, je n'oppose pas obligatoirement. Le digital a fourni les opportunités d'avoir des outils de plus en plus puissants pour les preuves de vie, les vérifications des pièces, etc. Et au final, digital et physique, ça se parle parce que pas question d'arriver dans un processus d'enrôlement en physique, mettre 3 heures à ouvrir un compte, là où en digital, je le fais en 10 minutes. Donc, souvent, les outils sont utilisés de part et d'autre et l'expérience doit être très bonne, que ça soit sur le digital ou que ça soit ailleurs. Le fait que maintenant le digital ait pris cette place-là, ça permet tout simplement, j'ai presque envie de dire, normaliser. Si on prend 2015-2016, avant les premiers travaux sur la question de c'est quoi le cadre d'une entrée en relation digitale, il y avait une forme de compétition qu'on pouvait considérer d'ailleurs comme malsaine, puisque certains acteurs, et souvent de nouveaux acteurs, pouvaient avoir une approche et une interprétation de cette entrée en relation et des obligations qui était un petit peu différente. Et donc, le point que vous avez cité, qui est le point de dire attention, il ne faut pas que le client parte, il est nécessaire de le transformer, il faut que le processus soit, entre guillemets, avec une belle expérience, etc. Ça poussait quelquefois à ces formes de dérive. Donc là, au moins, le cadre est clair, on sait exactement ce qui est attendu, on a des possibilités qui sont alternatives, avec des solutions alternatives, mais globalement, on est relativement clair. Alors, si on est clair, il y a une question que je vais vous poser à tous, puisque aujourd'hui, il y a un vrai caillou dans la chaussure, c'est le passage à l'échelle. Donc, quels sont les freins, justement, et le pourquoi des freins qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, on constate que ça n'avance pas à la vitesse qu'on aimerait. Alors, le passage à l'échelle, on parle d'identité, on parle de numérique et on parle de bancaire. Donc, il y a trois enjeux. Il y a les enjeux autour de l'identité.
Donc là, il faut que cette identité, elle soit effectivement considérée comme partageable par chaque individu, par chaque citoyen. Donc il y a vraiment une problématique de comment je crée un climat de confiance pour que chacun soit prêt finalement à plus facilement partager son identité sous forme numérique et donc de savoir qu'il ne va pas être fliqué, que cette identité ne va pas commencer à le mettre dans des mécanismes de surveillance. Donc là, il y a une vraie préoccupation sur le volet identité. On touche à la personne, on touche à quelque chose qui est sensible et qui relève de l'être, de la nature humaine de chaque individu. Après, on parle de numérique. Donc là, il y a effectivement des enjeux, je dirais, d'avoir des solutions qui soient fiables, qui soient rapides, qui soient bien sûr sécurisées. Et c'est là où effectivement, ce qu'on évoquait sur le fait d'avoir des cadres de référence qui se posent avec des travaux comme ce que font par exemple l'ANSSI en France ou ce qui se fait au niveau européen avec la révision du règlement IDAS V2 par exemple. Voilà, ça va aussi permettre de passer à l'échelle sur le volet numérique du sujet. Et puis, il y a le dernier sujet qui est le sujet bancaire. Et le sujet bancaire, c'est celui de la réglementation bancaire. Et on s'aperçoit que finalement, on peut avoir des identités numériques qui sont développées techniquement, fonctionnellement. On peut avoir la sécurité qui a été posée, y compris sur les aspects cybersécurité, etc. Mais finalement, dans certains pays où on ne va pas avoir le cadre réglementaire pour les utiliser, ou en tout cas, on va positionner l'identité numérique comme une alternative au papier, à la carte d'identité, au passeport, au titre de séjour, mais on ne va pas en tirer les bénéfices sur le fait finalement de ne plus avoir besoin de matérialiser la copie de la pièce d'identité, de devoir la stocker, la sécuriser, etc. Et on travaille au niveau européen sur ces sujets-là et on voit l'énorme diversité et disparité qu'il y a dans les pays européens sur les obligations réglementaires liées à la réglementation financière. Alors, paradoxalement, la France est pour une fois plutôt en avance, puisqu'on a, avec le Code monétaire et financier, je dirais, un cadre qui a anticipé justement ces usages-là. Mais on voit bien que le passage à l'échelle, c'est créer un climat de confiance pour que les utilisateurs soient eux-mêmes, je dirais, prêts à partager leur identité au format numérique. C'est d'avoir la couche technologique qui permet de garantir une sécurité et un usage efficient de cette sécurité, enfin de cette identité, et puis donc d'avoir aussi le cadre réglementaire qui permet aux banques finalement de l'intégrer sans avoir besoin, je dirais, de contourner ou d'avoir des adaptations trop compliquées. Oui, tout à fait. Donc, côté, effectivement, merci pour cet état des lieux dans les banques qui nous donne une vision assez précise de la situation. En tant que fournisseur d'identité, effectivement, c'est ce qu'on ressent du marché. Et aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué, effectivement, comme vous le dites. On sent que le monde physique continue à dominer quand même du point de vue de la réglementation sur certains aspects. Je pense notamment à Tracfin, par exemple. Si le CMF s'est adapté, Tracfin pas toujours dans ses demandes, effectivement. Donc, la copie de la pièce reste quelque chose d'extrêmement important dans le domaine bancaire. Or, en fait, c'est une multiplication de bases de données papier qui ne sont ensuite pas maîtrisées. Donc, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à gérer. Et on n'a pas complètement basculé dans le numérique. Et en même temps, les relations se faisant de plus en plus à distance, on est obligé de mettre en place un certain nombre d'éléments. Alors, petit à petit, effectivement, ça se développe, mais on en est encore à la numérisation du papier. On n'est pas vraiment à la digitalisation complète des caractéristiques de l'individu. Alors, je laisserai peut-être Xavier vous parler des attributs vers lequel on va tendre probablement, mais aujourd'hui, on reste encore très, très attaché à la copie numérisée de l'identité, alors que ce n'est pas vraiment une identité numérique, en fait. Et donc ça, je pense que le passage à l'échelle aussi passera par ça, passera par un échelon supérieur, un peu d'explosion de la pièce d'identité en caractéristiques sécurisées, simplifiées et individuelles qui pourront être utilisées. Et ça va aussi dans le sens de la sécurité pour le citoyen, puisque cette fois-ci, on pourra prouver une capacité, une caractéristique sans être obligé de prouver l'ensemble comme aujourd'hui on est obligé de le faire. Merci Marie. Donc Xavier Jourdieu d'Archipel. On est une plateforme qui propose de vérifier finalement les identités et les données, qui est au cœur de ce sujet. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit au démarrage sur, on a bien entendu, vous avez parlé, Olivier et Karim, en fait, l'identité bancaire, elle est multiple par chacun qui la met en place et que c'est quand même vécu comme une contrainte parce que réglementaire et qu'il faut
dans l'entrée en relation et après la mise en conformité, de vérifier l'identité finalement d'un client. On voit bien que la digitalisation et le fait de le faire à distance, en fait, on a répliqué ce qu'on a fait dans le physique. Parce qu'on avait toujours ce même problème de « je ne sais pas qui vous êtes ». Donc finalement, je dois vérifier à chaque fois qui vous êtes. Donc c'est un irritant qui est très très fort. Et finalement, moi j'ai envie de me projeter sur la question de hier et demain. Demain, on va être dans un monde où finalement, on va avoir un canal naturel vérifié de la personne avec un tiers, grâce au wallet donc, qui va porter l'identité numérique et des attributs d'identité, voire des données qu'on pourra partager avec des tiers. Donc finalement, on va passer d'un monde où on a besoin à chaque fois d'avoir un processus assez irritant de vérification d'identité à un monde où il y a un canal privilégié, où on est déjà identifié, j'ai envie de dire, et on peut rentrer en communication de manière beaucoup plus fluide. Donc la vraie question qui va se poser aussi pour le monde bancaire, c'est comment je me positionne par rapport à ça. Parce que finalement, moi, j'ai créé un propre canal de vérification et d'authentification pour un certain nombre d'usages et que dans les nouveaux produits financiers, du virement ou que sais-je. Et finalement, c'est probablement pas un effet Big Bang, ça va pas être je mets à la casse tout ce que j'ai développé déjà, mais c'est un nouveau canal qu'il va falloir privilégier d'entrer en relation et de communication sécurisée par design, j'ai envie de dire, qui va permettre la banque d'aller peut-être beaucoup plus loin, d'offrir de nouveaux services pour ses utilisateurs. Qui veut prendre la suite ? Moi, je voudrais juste rapidement revenir sur le point des freins finalement qu'on a au développement d'une identité numérique, que ce soit dans le milieu bancaire ou ailleurs d'ailleurs. Je pense que le plus gros frein au-delà de la réglementation, qui arrive toujours un petit peu en retard par rapport à la technologie ou parfois trop en avance. Par exemple, l'EIDAS 2, quand il va arriver, il se trouve qu'aujourd'hui en France, les acteurs certifiés ne couvrent pas l'Europe, ne permettent pas d'émettre des identités digitales interopérables au sein du marché européen. Donc, on sera soit en avance, soit en retard. Aujourd'hui, on est en avance puisqu'on n'a pas le droit de créer un compte bancaire sans laisser une trace papier de la pièce d'identité. Donc, on a ce premier frein qui est la réglementation, mais on a aussi un très gros frein qui est l'utilisateur final, finalement, qui a une vision très différente en fonction de la génération. On a des jeunes qui veulent que ça aille très vite. On a des personnes entre 30 et 45 ans qui sont très inquiets de l'usage de leurs données personnelles, de leurs données biométriques, de ce genre de choses. On a des personnes plus âgées qui n'ont simplement parfois pas envie d'utiliser ce type de technologie-là. Donc, en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'utilisateur final, sur le citoyen, pour le sensibiliser et lui prouver finalement que l'identité numérique est au contraire là pour le protéger, pour protéger ses attributs et pour limiter le partage de ses données personnelles au strict nécessaire dans l'ensemble des interactions qu'il va potentiellement avoir. Et je pense que c'est un peu ça le nerf de la guerre finalement, c'est vraiment d'aller attaquer l'utilisateur final et de faire en sorte qu'il soit convaincu que l'identité numérique est plus là pour renforcer sa sécurité dans un monde numérique plutôt que d'ouvrir ses attributs à qui bon veut bien les prendre. J'ajouterais juste un point sur la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, ça veut dire, bon, on arrive à une vision totalement industrialisée, maximale. Petit 1, on est une banque, il y a un cadre, alors qu'il y a une contrainte ou pas, honnêtement, on ne le prend pas comme une contrainte, nous, qui est l'identité, parce que c'est très important pour la suite, notamment grâce à ces éléments, il y a des choses que vous pouvez ou ne pouvez pas faire en tant que banquier. Mais globalement, quand vous avez 5, 6, 7, 8 solutions sur le marché qui vous permettent de faire cette identité et qui n'ont pas obligatoirement tous le même niveau d'universalité, et si en plus vous y rajoutez la couche européenne dont on parlait tout à l'heure, parce que nous, à Ma French Bank, par exemple, on n'a pas 2, 3, 4, on a des dizaines de nationalités différentes, et donc vous tombez sur des barrières qui sont liées à ça. Quand vous dites, il y a un moment, il faudra bien qu'il y ait au moins une ou deux identités suffisamment universalisées pour qu'on se dise, on va miser là-dessus. Donc, un des freins, c'est que, alors, on est obligé d'être sur le canal digital. Tous autour de la table, on sait qu'on est obligé. Maintenant, développer 2, 3, 4, 5 solutions d'identité parce que le client a pris celle-ci ou celle-là et s'apercevoir dans 2, 3 ans qu'il y en a une qui est en train de tomber et une troisième qu'on n'avait pas vue qui est en train d'émerger, ça fait des investissements colossaux pour au final sur une matière qui est un peu qui est pas complètement solidifiée. Donc quelque part, le problème de la mise à échelle, c'est aussi le fait qu'on a énormément de solutions et que ces solutions ne sont pas toujours universelles.
Je peux peut-être juste, je partage cette complexité. Cette complexité, je ne sais pas si c'est un frein ou si c'est, en tous les cas, c'est un fait. On va devoir la gérer, la transition, parce que l'adoption de l'identité numérique ne va pas se faire du jour au lendemain. Et de toute façon, on l'a déjà fait. Ce processus de digitalisation, de la mise en relation avec j'allais dire qu'on a fait un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire on a été inventif, on a innové, on a inventé la preuve vidéo, on a inventé un certain nombre de choses pour réussir à avoir des solutions pour vérifier cette identité qu'on a pu valider par l'ANSSI ou qui sont nos propres vérifications internes, parce qu'encore une fois, on a aussi un enjeu de lutte contre la fraude et des enjeux internes sur la preuve d'identité. Mais là, en l'occurrence, donc cette complexité, on va devoir la gérer. De toute façon, on la gère déjà, puisqu'on a encore une fois un certain nombre de process différents déjà dans nos systèmes. Pour revenir sur les freins ou les accélérateurs à l'adoption, le régulateur, il peut être un accélérateur si il rend obligatoire une certaine adoption, le support de certaines identités numériques, ça sera un accélérateur. Et ensuite, le frein principal, je rejoins Sarah, c'est l'adoption par le grand public et c'est un réel enjeu pédagogique. Je pense aussi, pour rebondir sur le public, c'est l'expérience utilisateur. En fait, la capacité d'adoption et la rapidité et la mise à l'échelle, moi je vois deux choses. La première, c'est l'expérience utilisateur. On a bien vu que le wallet, quand on parle de wallet numérique avec l'identité, déjà le mot wallet, on le connaît, le Google Wallet, l'Apple Wallet. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle est en ligne, mais beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui parce que hyper simple. Finalement. Donc, ce qui va être clé, ce n'est pas avoir un système qui va être compliqué pour l'utilisateur et qui va lui permettre d'être son extension de son identité et d'en avoir le contrôle. Donc ça me paraît très important, c'est l'expérience utilisateur. Le deuxième point, si on parle d'identité numérique, et il y aura des attributs associés, c'est je vais donc avoir une identité multiple. On le sait bien, il y aura plusieurs éléments, je dois les donner à d'autres, je dois vérifier cette identité. Et donc, nous, on prône l'identité décentralisée. Parce que finalement, on ne pense pas que c'est un État à gérer toutes nos identités, j'ai envie de dire. Pas forcément non plus des acteurs bancaires, ou en tout cas, ils peuvent y jouer un rôle. Donc, en fait… Tout le monde dans la salle ou derrière l'écran ne sait pas ce que c'est une identité décentralisée. Et ça répond aussi à la question, donc du coup, que je ne poserai pas, mais qui est du fait de pourquoi la technologie peut aider à ce passage à l'échelle, parce que tu es en train… Tu veux que je parle tout à l'heure peut-être de ce sujet? Non, justement, profite parce que c'était une question pour Marie et toi, mais comme il y a déjà certains éléments de réponse autant y aller et expliquer aussi… ces terminologies que peut-être tout le monde ne connaît pas. D'accord. Donc, on a vécu dans un monde très centralisé en silo où finalement, chaque acteur, bancaire ou autre d'ailleurs, on a une identité et donc de manière centralisée, cette identité est stockée par les acteurs qui créent cette identité. On est passé dans un monde avec le Web 2, on nous a parlé d'identité fédérée, où là, on a vu au niveau commercial, c'était les GAFA, finalement, qui ont créé notre Google Account. Et à chaque fois que vous créez vous entrez en relation avec un nouvel acteur, on vous propose de vous connecter à travers un Google ou un Apple Account et tout ça. Finalement, quand vous faites cette action-là, toutes vos données de connexion vont être stockées par ces acteurs-là. Donc, il est évident que pour certaines personnes, en tous les cas, c'est un enjeu de souveraineté et au niveau des États, que ce ne soit pas détenu par les GAFA, notre vie, je dirais, en ligne et nos connexions à divers services. Donc, il y a eu une volonté européenne d'aller plus vers ce qu'on appelle une identité autocontrôlée, c'est-à-dire que l'individu reprend le pouvoir finalement de son identité et qu'elle est décentralisée et gérée par des acteurs de confiance. Donc aujourd'hui, par exemple, Archipel est un exemple qui, avec la Caisse des dépôts, la Poste, Engie, EDF et IN Group, avons créé ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un lieu où on centralise les données et les identités, on va les partager au sein d'un certain nombre d'acteurs qui vont gérer comme une blockchain l'identité sur plusieurs serveurs pour éviter il faut gagner en confiance finalement pour les acteurs.
Et la chose importante, et ce qui est en train de se mettre en place au niveau européen avec IDAS, alors je ne sais pas, il faudra peut-être qu'on discute aussi de ces réglementations, mais finalement, c'est de redonner le pouvoir aux individus de gérer leur identité et de contrôler le consentement quand ils vont le donner. Donc l'intérêt, c'est qu'on aura une identité forte, et ça peut-être Marie pourra en parler, l'identité physique de l'individu et après, de pouvoir aux banques finalement de savoir qu'en se connectant à cette personne à travers ce médium qui sera le wallet numérique, il y aura un niveau élevé de confiance qui permettra de ne pas forcément passer par un processus classique de « donnez-moi tous vos éléments nécessaires pour que je connaisse qui vous êtes ». Oui, je voudrais juste rebondir sur le volet technique. Alors, je suis désolé parce qu'on va peut-être déstructurer certaines questions, mais voilà. Je pense que là, on a un débat de techniciens, si je peux me permettre. Excusez-moi, mais l'individu dans la rue, ses éléments centralisés, décentralisés, je dirais que c'est quelque chose qui est abstrait et il faut que ça reste abstrait pour l'individu parce que je pense que personne n'a intérêt à ce que finalement on devienne des experts technologiques de l'identité numérique à titre individuel. Pour revenir à la question du passage à l'échelle, et je rebondis sur ce qui a été dit aussi par Karim, c'est effectivement, il faut que ça s'inscrive finalement comme un usage au quotidien. Je prends un exemple bancaire, c'est la carte bancaire. La carte bancaire, il a fallu 2 ou 3 générations avant que les gens l'utilisent sans se poser la question si c'était utile, fiable, sécurisé, et si ça ne mettait pas en risque l'argent qu'ils avaient sur leur compte en banque en allant dans un distributeur ou en payant chez un commerçant. Il y a aussi une question de temporalité. Alors, je sais que c'est une question qui va venir par la suite, mais il va falloir aussi accepter qu'on est sur une évolution technologique qui doit s'inscrire dans les comportements au quotidien des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour le passage à l'échelle. On ne va pas avoir une révolution de l'identité numérique sur du court terme et sur une période très, très brève de mise en place. Il va falloir que ça s'observe, que les gens s'habituent à l'utiliser et qu'ils acquièrent la confiance de l'utilisation de ces identités au fur et à mesure. Après, les technologies, c'est leur job d'offrir la sécurité, c'est leur job, c'est le job aussi de la réglementation de protéger, je dirais, les usages et d'éviter qu'il y ait des détournements ou, je dirais, des usages abusifs, on va dire, marketing ou commerciaux. Enfin, il n'y a pas de monétisation de l'identité quelque part. Il faut que l'identité devienne quelque chose ça devienne une utilité citoyenne. Et donc, il faut aussi rassurer les citoyens sur ça et ça va prendre du temps. Juste avant de laisser Marie rebondir là sur la question, j'aimerais, sur le citoyen, donner une donnée qui est celle de l'Axel qui organise chaque année l'Observatoire numérique de confiance des Français. Donc, elle s'adresse aux Français via Harris. Et depuis 10 ans, en fait, la confiance des Français dans le numérique est talonnée à 43%. Donc, en effet, si elle reste talonnée encore à 43% dans les années qui viennent, les 10 ans qui viennent, et ce n'est pas, je pense, ce que l'on souhaite dans ce domaine bancaire, puisque ça faciliterait énormément de choses dans l'entrée en relation, mais pas que, dans énormément de sujets. Donc, en effet, il faut aussi, je pense, que cette technologie soit démystifiée pour que le citoyen, pour que monsieur, madame, tout le monde, pour que nous allions et qu'il y ait ce passage à l'échelle. On parlera après, je vais laisser Marie intervenir, mais on parlera après avec toi, Olivier, et Sarah, du sujet justement de la temporalité de la lutte contre la fraude. Et ça, c'est un sujet qui parle à monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, j'ai voulu un peu, parce que tout le monde n'a pas cette donnée-là des 43% de la confiance numérique des Français, et c'est important de le remettre un peu parce que ça questionne. Marie, du coup, je te laisse rebondir. Oui, je pense que tout à fait que la technologie doit être transparente pour les utilisateurs et c'est ça qui permettra effectivement d'avancer, mais elle est importante du point de vue de la sécurité. On demande, c'est toujours un peu l'équilibre à trouver entre sécurité, facilité d'utilisation, qui est un peu le dilemme dans lequel on est aujourd'hui. Et alors, chez DocaPost, peut-être je peux partager l'expérience qu'on a sur ces sujets-là. Donc, DocaPost, c'est une filiale de La Poste avec ce que ça comprend de tiers de confiance numérique reconnus sur le marché. On travaille déjà sur ces sujets d'identité depuis plusieurs années. Et ce qu'on voit quand même, et pour apporter une note aussi un peu positive, c'est qu'on est quand même
bien en avance en France sur ces sujets, aussi bien du point de vue des solutions qu'on propose, mais pas seulement, aussi du point de vue de l'adoption. Je pense notamment, merci à France Connect, qui a permis de faire toucher du doigt aussi ce que pouvait être une relation numérique sécurisée. Alors évidemment perfectible, avec encore des niveaux de sécurisation à rajouter. Aujourd'hui, on est à un niveau de sécurisation fait, mais on va avoir France Connect Plus, on va avoir des identités fortes, on va avoir des choses. Mais du point de vue quand même de la pratique quotidienne des Français, c'est rentré dans leur quotidien. Et on se dit qu'effectivement, ça pourrait être quand même utilisé sous cette forme-là ou sous une autre, en fait, pour pouvoir rebondir là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et on voit la deuxième chose aussi, c'est que c'est assez intéressant aussi, c'est que quand on accompagne les gens dans cette confiance, quand ils se rendent compte qu'effectivement, ça leur simplifie la vie, mais qu'en même temps, c'est pas plus dangereux, ça peut aller assez vite. Nous, c'est ce qu'on ressent quand même pas mal, notamment avec l'identité numérique de la Poste, qu'on a depuis plusieurs années, qui est reconnue comme substantielle par l'ANSSI, qui permet un certain nombre de choses. L'enrôlement peut être une étape qui est parfois un peu plus complexe. Et on voit, quand on les accompagne en bureau de poste, par exemple, puisqu'on pense que nous, l'inclusion est aussi numérique, est importante, donc on propose un canal aussi physique pour les personnes qui ont moins l'habitude. On voit que même ces personnes-là, derrière, peuvent utiliser facilement un outil qui, au départ, peut leur sembler difficile d'accès. Je pense que ce qui va aussi être un peu, qui va faire en sorte que le citoyen ou que l'utilisateur final va plus adopter les solutions d'identité numérique, c'est aussi les cas d'usage. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'expérience utilisateur, je pense sincèrement que c'est pas tant la simplicité que le fait que ce soit pratique. Quand c'est pratique de sortir son téléphone pour payer, Apple Pay par exemple, aujourd'hui tous les acteurs l'ont. Et c'est parce que ça a été d'abord adopté par l'utilisateur final. Et puis on se dit, comme c'est là, on va le mettre en place. Et donc, plus on a de cas d'usage où c'est pratique pour nous de sortir notre téléphone pour prouver quoi que ce soit avec notre identité numérique, plus l'utilisateur sera même à avoir ces wallets-là ou ce genre de choses-là. Et je me permets du coup de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la complexité d'intégration. C'est des directions que prennent beaucoup d'acteurs en fait sur essayer de mutualiser les travaux et de faire en sorte, notamment, enfin nous en tout cas chez Sharedi, c'est un petit peu sur ce sujet-là qu'on se positionne, des verifiable credentials, c'est-à-dire des attributs d'identité qui peuvent être reconnus par d'autres tiers de confiance et finalement ne pas créer une dépendance aux fournisseurs d'identité numérique et d'avoir plutôt comme une pièce d'identité qui est reconnue par tout le monde, ce serait une identité numérique qui serait reconnue par tout le monde et par tous les acteurs qui seraient en mesure de vérifier ces crédentiels-là. Et c'est plutôt cette approche-là qui va faciliter l'intégration pour les banquiers, parce que d'un coup, en fait, tous les attributs arrivent de la même façon. On n'a pas besoin de faire un développement spécifique pour chaque fournisseur d'identité. Et aussi, d'un point de vue utilisateur final, on n'a plus besoin de choisir fortement notre fournisseur d'identité. On peut changer de porteur de notre wallet finalement dans le temps et ça ne crée pas de dépendance ni à une entité et surtout sur une identité self-sovereign identity, je l'ai dit en français tout à l'heure, auto-contrôlée, merci. Sur une identité qui serait contrôlée par l'utilisateur final, c'est beaucoup plus simple de lui expliquer en fait le fondement technologique qu'il y a derrière chaque solution qui existe sur le marché aujourd'hui. On parle d'Archipel qui utilise la blockchain. Nous, chez Sharedi, on ne souhaite surtout pas utiliser de la blockchain pour des raisons de RGPD et de l'approche qu'on a sur comment partager son identité et quels sont les risques qu'on pourrait avoir potentiellement sur ça. Mais je pense que si les utilisateurs finaux, au contraire de ce que disait Olivier tout à l'heure, si les utilisateurs finaux savaient exactement quelles étaient les forces et faiblesses de chaque technologie, je pense qu'on irait beaucoup plus vite en fait dans l'évangélisation des utilisateurs finaux et on aurait beaucoup plus d'adoption plutôt que d'avoir comme aujourd'hui, et moi je trouve ça un petit peu dommage, mais on a un seul choix sur France Connect Plus aujourd'hui, on aura peut-être deux demain et je trouve que ça limite un peu en fait le choix de l'utilisateur et finalement on nous impose quelque chose et donc le parcours est là, il n'est pas mauvais, j'ai créé mon identité numérique à la Poste, j'ai dû aller à la Poste pour le faire et je trouvais que c'était un petit peu moins numérique, mais en tout cas c'est là et ça permet de faire plein de choses plutôt rapidement et encore une fois c'est vraiment toute la transparence qu'on peut avoir sur le type de techno. Même l'ANSSI avait une approche à un moment sur l'appel d'offres du système de gestion d'identité numérique de rendre public le code pour montrer vraiment patte blanche à l'utilisateur et dire voilà ce qu'on fait de vos données, voilà ce qui est collecté, pas le collecté, etc. Et c'est ça qui va rassurer finalement le citoyen français qui est très prudent, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe.
je vais quand même réagir sur, sur la capacité d'un individu lambda à se poser des questions technologiques. Moi, quand je prends ma voiture, je ne sais pas comment a été construit le moteur entre une Peugeot, une Citroën, une BM ou autre. Hein. Je veux dire, je prends la voiture, j'ai un code de conduite, enfin, un code de la route qui me donne effectivement comment je dois conduire ma voiture et pour me déplacer en sécurité sur la route. Et puis, quand je passe à la pompe, ben, je sais si je dois prendre du diesel, de l'essence ou maintenant de l'électrique. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir, en tant qu'utilisateur, d'avoir besoin de comprendre comment ça a été construit ou comment ça a été, je dirais, développé. Ça doit être quelque chose qui est garanti par l'usage que je vais en avoir au quotidien. C'est-à-dire que c'est effectivement l'usage au quotidien qui va me rassurer, qui va me permettre d'être en confiance et de me dire, bah oui, bah, cette identité-là, je l'utilise sans problème, je sais l'utiliser, je ne me pose pas la question, je n'ai pas besoin de reprendre le mode d'emploi de l'application du wallet pour savoir si je dois appuyer sur ça ou sur ça à chaque fois. Non, c'est quelque chose qui doit être effectivement normalisé. Et je reviens un peu sur les aspects qu'évoquait Karim. Enfin, la technologie aujourd'hui, elle a ce biais d'avoir des utilisations qui sont différentes en fonction de la technologie utilisée ou en fonction du développeur ou du fournisseur de services qui a développé la technologie. Et donc, c'est ça qui pèse sur l'adoption. C'est ça enfin, la fragmentation, c'est l'ennemi du passage à l'échelle. Donc, qu'il y ait plusieurs fournisseurs d'identité, comme il y a plusieurs constructeurs automobiles aujourd'hui, mais bien sûr, enfin, je veux dire, et c'est même souhaitable, parce que ça va permettre d'entretenir l'innovation, ça va permettre d'entretenir, je dirais, l'émulation et de développer les services. Mais je rejoins Karim sur le fait que ce qui serait quand même bien, et là je pense que le cadre européen réglementaire est en train de donner cette orientation-là, c'est que finalement, que j'utilise l'identité numérique La Poste, que j'utilise Iris, que j'utilise France Identité Numérique demain, finalement, en tant qu'utilisateur, ça se passe de la même façon. Je n'ai pas besoin de devoir dire bah, pour France Identité, c'est comme ça, pour La Poste, c'est comme ça, ou pour Iris, c'est comme ci. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on arrive à adopter, je dirais, une expérience utilisateur, mais surtout un mode d'emploi, une utilisation commune de ces identités numériques. Et libre au marché, libre aux industriels, aux fournisseurs de technologies, bah, de proposer la meilleure solution possible, alors avec blockchain, sans blockchain. Enfin, je dirais que et tout ça n'est pas le débat de l'utilisateur, c'est le débat de l'écosystème industriel qui va construire la solution. Et il faut vraiment éviter que l'utilisateur ait besoin de se poser ce genre de questions, parce que sinon, là c'est clair, on ne va pas arriver à avoir l'adoption. J'ajoute juste un point, Olivier, qui est le point de... On a commencé avec l'identité bancaire, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'identité bancaire en tant que telle, et il y a des identités par le digital numérisé. Mais il faut avoir à l'esprit que ces identités, on parlait tout à l'heure de la connexion sur un site d'impôt, France Connect Plus. Attention, hein, dans la banque, il y a deux situations. Il y a une situation où je deviens client, je suis prospect. Et là, j'ai besoin d'avoir des éléments d'identité assez poussés pour être sûr que la personne qui est en face est bien celle qu'elle prétend être. D'accord ? Et après, il y a d'autres actes de gestion qui sont tout aussi compliqués. J'ai oublié mon code, je veux faire telle ou telle opération. Et à ce moment-là, dans le digital, j'ai besoin aussi d'avoir une forme d'identification, je dirais même d'authentification de la dite personne. Si on est sur des solutions qui sont, dans l'échelle, je parle bien, en plus protéiformes, qui font que, ça me permet d'avoir l'identité, version, règlement qui entoure effectivement le fonctionnement des process d'entrée en relation en banque, mais derrière qui me permet aussi parce que véhicule d'autres types d'informations ou de pouvoir me dire, bah, écoute, oui, tu as perdu tout ce qui te permettait de te connecter sur ton application, ton site bancaire, mais en réutilisant ça, je t'identifie, je te connecte, etc. Je te redonne la possibilité de le faire. Je trouve qu'on serait sur des usages qui seraient à la fois une fois, on ne rentre pas en relation avec une banque tous les jours, une fois, et en même temps, j'ai des actes de gestion, et ces actes de gestion, si elles se capitalisent là-dessus, eh ben, c'est vrai que là, j'ai des adoptions qui sont plus fortes, puisque l'adoption vient de la fréquence d'usage. Alors, Karim, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, la technologie, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas le vrai débat. Le débat, c'est le positionnement des banques par rapport à ces potentiels nouveaux usages, finalement. Parce que les usages, on peut les faire.
Après, c'est une question comment on les met en œuvre, comment on les propose à l'utilisateur pour pouvoir le faire. Je pense que si on limite le potentiel de la technologie à simplement la vérification de l'identité, on passe à côté du potentiel qu'on a devant nous. Et l'adoption massive, ça va être comment je vais, tout à l'heure tu disais par exemple, quels sont les usages que je vais avoir avec cette identité finalement, et qu'est-ce qu'on va me proposer, et finalement plus je l'utiliserai, plus il y aura d'adoption, et voilà. Un cas d'exemple qui est important, c'est le paiement. Aujourd'hui, on sait que il y a une pratique bien définie. Quel va être l'impact de ces nouveaux outils par rapport à l'initiation de paiement? Alors, on ne va pas rentrer dans un débat très technique, mais voilà, il y a des sujets importants. On va voir comment... Et c'est pour ça que vous êtes moteur quelque part, parce que si on regarde les banques aujourd'hui, vous avez une relation forte, vous avez historiquement créé un lien de confiance, vous avez vérifié l'identité, vous avez une relation physique et digitale, j'ai envie de dire. Donc, c'est comment vous allez appréhender ces nouvelles technologies, non pas simplement sur le petit dénominateur commun qui est la vérification d'identité, mais ce que tu dis tout à l'heure, c'est l'authentification, des nouveaux services potentiellement qui vont être connectés à ça. Et c'est là où on aura, je pense, une adoption large. Mais je te donne un exemple, je me permets juste de répondre. Je te donne un exemple qui est assez simple. Il y a différents types de solutions qui existent aujourd'hui. Je vais en prendre une exprès, qui est la preuve de vie, version vidéo de la pièce, etc. Bon, dans une entrée en relation, preuve de vie, ce n'est pas un problème. Tu es sous tension, tu te dis, voilà, je prends mes étapes, je fais le nécessaire. Il y a des taux de chute importants parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, il y a encore des choses à améliorer. OK, je joue le jeu, je suis en process d'onboarding. Mais demain, si j'ai besoin d'un petit truc dans la rue, etc., mince, j'ai oublié, recommencer tout ce processus, c'est impossible. Donc, tu vois bien que quelque part, rien que cette solution, elle est peut-être adaptée à certaines administrations, voire à certains autres acteurs, mais dans la banque, à part le processus d'onboarding, c'est plus compliqué dans les usages et dans l'adoption. Donc, par conséquent, on va plutôt se tourner vers des solutions qui sont plus simples, qui sont déjà embarquées et qui permettent d'avoir à peu près ce niveau-là. Donc, je pense que il faut voir l'identité, non pas simplement comme je rentre en relation dans une banque, mais aussi comment je peux utiliser et adopter cette identité tout au long des autres parcours. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est en fait la promesse de l'identité numérique, et on a commencé par la mise en relation, parce que comme on le disait, c'est un peu là que tout commence, par définition, mais c'est évidemment une énorme opportunité pour deux raisons principales. C'est d'abord le projet d'identité numérique européenne, c'est la promesse de systèmes interopérables qui sont quand même des choses qui nous manquent aujourd'hui parfois dans l'adoption technologique, en fait, parce que la promesse d'interopérabilité, de standardisation des interfaces pour nous, consommateurs d'identité, en fait, parce que c'est quand même ça l'enjeu aujourd'hui avec l'émergence de systèmes d'identité numérique, c'est que alors qu'on a inventé plein de systèmes pour d'une certaine manière être presque être nos propres constructeurs et vérificateurs d'identité, on redevient consommateur d'identité numérique, ce qui est plutôt notre métier. Donc il y a cette partie d'interopérabilité, mais par tous les différents possibilités que ça ouvre, en fait, technologiquement, c'est une manière aussi de repenser nos process et une promesse, une opportunité pour fluidifier nos process parce qu'on les a alourdis, parce qu'on n'avait pas les solutions adéquates. Il est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des usages, en tout cas ce qui paraît intuitif pour l'usage de l'identité numérique, ce serait l'entrée en relation avec l'utilisateur. Mais il y a de plus en plus de banques, et nous, certains sont nos clients aujourd'hui, qui vont utiliser une identité numérique pour faire de l'authentification forte par l'identité officielle. Et c'est exactement pour cette... Enfin, c'est marrant parce que quand j'entendais Karim parler, je me disais que c'est vraiment pour ça qu'on a créé Share ID. C'est parce qu'on disait, en fait, refaire une vidéo de sa pièce d'identité, de son visage à chaque fois qu'on doit prouver notre identité, c'est un peu l'horreur, en fait. Et du coup, nous, on propose une solution qu'on appelle d'authentification forte par identité officielle qui permet, sur la base d'une identité numérique, de garantir que la personne qui revient est bien celle qui a été enrôlée la première fois. Et il y a de plus en plus de banques qui veulent ça. Et en fait, c'est le cas d'usage qu'on voit le plus, finalement, c'est s'authentifier, c'est prouver qu'on est bien qui on est sur des opérations sensibles. Si on change de téléphone de confiance, si on va rajouter un bénéficiaire, si on va faire un gros virement, une grosse action. Et ça va peut-être probablement descendre au paiement aussi, parce qu'avec toute la directive DSP3,
C'est des choses, des sujets d'authentification qui reviennent de plus en plus. Il y a d'autres cas d'usage qui arrivent sur d'autres secteurs, comme s'assurer qu'une personne est majeure. Mais on est encore très très loin de l'ensemble des cas d'usage possibles qu'une identité numérique peut fournir aujourd'hui. On peut voyager, on peut booker un hôtel, on peut louer une voiture, etc., etc. Et en fait, c'est adopté par certains acteurs qui veulent se digitaliser, mais c'est très très loin d'être partout, alors que la banque est bien en avance finalement sur l'usage d'une identité numérique pour certains cas d'usage. Et il y a de plus en plus d'acteurs français qui se positionnent sur l'authentification, enfin en tout cas sur l'identité numérique pour l'authentification. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette table ronde, c'est que ça crée du débat et qu'on est un peu sorti, on a fait des pas de côté. Alors, moi, je voulais revenir donc sur 3 sujets. Le premier que vous pouvez vous poser aussi, c'est aujourd'hui, je suis client d'une banque A, je veux aller dans une banque B, j'ai déjà une identité, comment je fais pour aller dans la banque B? Est-ce que c'est ma première identité ou finalement, je vais en chercher une deuxième? Le deuxième sujet que je voulais aborder, parce qu'on a parlé technique, mais j'aimerais bien aussi que tu nous donnes la vision sur la blockchain et ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui au niveau bancaire, parce qu'on a dit qu'on était en avance, mais que tu puisses nous donner cette vision-là, parce qu'Archipel a aussi une dimension européenne. Et le troisième sujet qui me tient à cœur, parce que je pense que derrière l'écran, dans la salle, autour de la table, la confiance, ça nous parle. Mais la confiance, elle ne se décrète pas. Et si jamais on veut passer justement à l'échelle, etc., comment on va donner confiance? Et là, Marie, j'aimerais bien que tu répondes à ce sujet-là et puis que ça crée le débat aussi, puisque cette table ronde est vivante, comme vous avez pu le comprendre. Voilà, donc j'avais 3 sujets. Moi, en tant que citoyen, client d'une banque A, alors client d'une banque B, comment je fais? Deuxièmement, la vision européenne. Troisième sujet, la confiance. Je vais peut-être prendre la première question. En fait, cette référence à client banque A qui veut devenir client banque B, c'est une référence du système existant où on a, en tout cas avec la réglementation, le Code monétaire et financier français, on a la possibilité de s'appuyer sur une vérification d'identité qui a été faite par une banque A et donc de prendre ça en considération pour créer une relation et entrer en relation avec une banque B. Donc ça, je dirais, c'est la vision du passé, quelque part. L'avantage de l'identité numérique, c'est qu'elle est autosuffisante. On n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle des mesures de vigilance renforcée, on n'a pas besoin de compléter le processus de vérification avec plusieurs mesures de contrôle et d'aller vérifier que ce qui a été dit est conforté par un justificatif B, C, D ou E. Donc l'avantage de l'identité numérique, c'est ça, c'est qu'elle va permettre demain, avec une opération immédiate, en temps réel, d'avoir à chaque fois une vérification d'identité à la source. Et donc, de ne plus avoir besoin de se référer à un tiers, même un tiers de confiance qui est une autre banque. Mais voilà, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc, c'est ça qui est ce qui va changer les règles, c'est ça, principalement. C'est cette capacité à pouvoir réutiliser, autant de fois que je le souhaite, en temps réel, une vérification d'identité, d'authentifier la personne et de pouvoir le faire de façon, je dirais, simple et de façon conviviale par l'utilisateur. Deuxième question. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau européen? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais l'Europe a décidé que d'ici 2030, chaque citoyen aura un wallet numérique dans lequel il aura son identité. Et donc, chaque État devra avoir l'obligation de proposer cette identité numérique à tous les citoyens, de l'acquérir d'ici 2026. Donc, ça veut dire que ce qu'on a discuté sur ces nouvelles méthodes de vérification et d'authentification sera possible demain dans ce cadre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que nous participons donc à des consortiums avec des écosystèmes, justement, et certains ici en font partie, pour faire en sorte que ce modèle permette à la fois des émetteurs d'attributs d'identité. Donc, le premier d'entre eux, c'est notre identité pivot. Je m'appelle Xavier Jurdieu et le ministère de l'Intérieur, avec le pilotage de Decapost, nous travaillons sur un consortium qui va mettre cette identité dans ce fameux wallet que nous aurons tous. Et puis après, il y a des vérificateurs, potentiellement des banques, mais aussi d'autres acteurs qui vont vouloir vérifier cette identité. Et finalement, on travaille
avec tous ces acteurs pour voir comment on va mettre en place cette technologie et faire des cas d'usage. Et je rassure Sarah, ce sera avec du RGPD et ce n'est pas parce que c'est blockchainisé que ça ne l'est pas. Donc, en fait, l'intérêt de la blockchain, pourquoi on parle de blockchain? Alors, je veux pas, là où je rejoins certains propos, ça ne va pas être le cœur de la décision de l'adoption de la blockchain. Ce n'est qu'un moyen et tout le monde n'est pas forcé de comprendre. Maintenant, il y a quand même une nouvelle génération qui aime bien comprendre qu'est-ce qui est utilisé en termes de technologique. Et en fait, ce qu'on voit avec la blockchain, c'est quoi la philosophie finalement? C'est de se dire, j'ai peut-être aucun problème que l'État garde un registre unique et contrôle ce registre sur l'identité. Il l'a toujours fait et c'est un peu son rôle régalien. Maintenant, sur tous les autres attributs, peut-être professionnels, privés, j'ai envie de donner une preuve de majorité pour aller sur certains sites où on me demande pour achat d'alcool, par exemple, que sais-je, je n'ai pas forcément envie que ce soit vérifié après mon authentification auprès du gouvernement. Donc finalement, la philosophie de la blockchain, c'est de dire qu'on va décentraliser ces attributs d'identité sur des registres pour le vérifier. Parce que si on ne peut pas vérifier ce qu'on a émis, on n'a pas la confiance. Hein, c'est un triangle. Et pour revenir à l'Europe, ce qui est très intéressant, c'est que chaque pays a sa propre culture en termes de centraliser, décentraliser. On est par définition un pays qui est très centralisateur. Donc, il y a une certaine frilosité, je dirais, à la notion de décentralisation, contrairement à certains pays d'autres qui ont plus cette philosophie, les pays nordiques, l'Allemagne, qui est très fédérale. Donc, on voit que l'intérêt de l'Europe, c'est que ça permet d'avoir un peu un bouillonnement de toute cette force. Et on voit qu'il y a une convergence aujourd'hui de dire que la blockchain sera une mise à l'échelle potentielle, pas unique, pas sur tous les attributs. Et donc, il y aura un monde hybride qui va se créer. Et je crois que chaque acteur bancaire va devoir juger comment il participe finalement à cet effet. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une dynamique européenne où la France, effectivement, a des atouts, mais qu'on n'est pas les seuls et que beaucoup d'autres avancent très vite aussi. Alors la confiance, vaste sujet qui va probablement au-delà des banques, hein, mais assez intéressant effectivement dans le cadre du débat de l'identité, hein, qui touche à chacun, à la personne. Alors je pense qu'une des composantes importantes de la confiance, c'est la durée, évidemment. C'est la connaissance des interlocuteurs, c'est aussi la connaissance du système, et je pense qu'on en revient aux aspects technologiques, ce que je connais ou ce que je ne connais pas, mais en tout cas, est-ce que j'ai confiance dans ce qu'on me dit, et donc peut-être aussi de la standardisation, de la certification, de la vérification, et donc ça revient effectivement à ça. Et effectivement, avec à la Poste, on a aussi une donnée confiance qui vient de la proximité aussi et de l'écoute qu'on peut avoir des besoins aussi bien des citoyens, des utilisateurs que des fournisseurs de services comme les banques. Donc je pense qu'effectivement la notion de confiance elle est essentielle dans la relation, essentielle dans la relation bancaire, essentielle dans la relation qu'on peut avoir en tant que fournisseur d'identité aussi et vous, avec vous consommateurs d'identité comme le disait Yves et je pense qu'effectivement elle se construit dans une co-construction probablement, comme on est en train de faire notamment au niveau de l'Europe, où effectivement on travaille ensemble et avec le régulateur, avec les entités régaliennes, puisqu'effectivement il y a une partie de l'identité qui restera régalienne, et effectivement quelle partie de l'identité doit rester régalienne, quelle partie de l'identité doit ou peut être donnée dans le secteur privé pour sécuriser aussi le sujet auprès des citoyens. Tout ça, ça fait partie en fait de la sphère de confiance. Et je pense qu'il y a un aspect très important, c'est aussi celui de la souveraineté. Et je pense qu'on parle beaucoup de RGPD. Et je pense qu'effectivement, la question des données, où sont les données, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, c'est un vrai sujet qui n'est pas forcément très transparent. Et je pense que dans cet aspect de confiance, c'est important qu'il soit natif et construit dès le départ pour que le système puisse se mettre en place autour de cette confiance. Je voudrais rebondir sur le thème de la confiance, sur deux aspects que tu as évoqués, Marie. C'est la transparence et puis c'est effectivement
la sécurité qu'on a dans la confiance qu'on a dans la sécurité de la solution. Sur la transparence, je pense que c'est fondamental parce que c'est aussi un élément de conception des solutions, de design des interfaces utilisateurs. Et c'est repris d'ailleurs dans les travaux réglementaires, c'est d'arriver à dire que l'utilisateur c'est exactement de quoi il est question lorsqu'il s'agit d'utiliser son identité numérique et quels sont les attributs, les données qui sont effectivement partagés, pourquoi et comment. Donc ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il y a des gros enjeux. On parle de permission dashboard dans des nouvelles réglementations financières. Je pense à la réglementation FIDA qui vient de sortir sur le sujet et qui va nous contraindre à réfléchir et à être, je dirais, cohérent dans la construction de ces solutions. Mais ça, c'est fondamental. Il faut que la personne n'ait pas de doute, donc qu'elle considère que ce qu'elle fait est clair, compréhensible, lisible et en totale transparence. Et le deuxième volet pour moi de la confiance, c'est laisser le choix. C'est-à-dire qu'il faut que chaque individu ait le choix finalement de choisir la solution qu'il veut. Il n'y a pas de solution obligatoire et d'ailleurs c'est un des avantages aussi de la réglementation, c'est de ne pas imposer aux citoyens une solution plus qu'une autre. Elle va imposer des solutions à des acteurs du marché comme les banques, puisque le règlement IDAS est en train de formaliser une obligation pour les banques d'accepter cette future identité numérique européenne. Et tant qu'à faire, à la rigueur, tant mieux. Enfin, en tout cas, à côté BNP Paribas, on est plutôt favorable, je dirais, à l'usage de cette identité. Mais au niveau du citoyen, ça doit rester un libre arbitre et ça doit rester un choix libre et tout à fait consenti. Et ça, c'est fondamental. Je pense que ça fait partie justement des lignes rouges à ne pas franchir et pour justement donner un maximum de contexte de confiance dans le développement des solutions et dans leur usage. Tout à fait d'accord. On revient un peu à la question de l'adoption, parce que en fait, la question de l'adoption, c'est la question de la confiance. Si la facilité d'usage, la facilité de la modification de nos process pour rendre les choses plus simples, plus fluides, ça va se faire. La confiance, effectivement, elle n'est pas donnée. Et je pense que c'est ça qui va être le facteur d'adoption. Et effectivement, au-delà de la compréhension de est-ce que c'est la blockchain, est-ce que c'est une base de données centralisée, est-ce que c'est pas tant la technologie en tant que telle ou le détail de la technologie qui est important, c'est la capacité à l'individu de comprendre de quoi il s'agit et de savoir ce qui est en jeu et ce qui donne ou ce qui donne pas. Et tout va passer par là. Et nous aussi, Crédit Agricole Consumer Finance, on est convaincus par l'intérêt de l'identité numérique, partout l'opportunité que ça nous apporte. Mais encore une fois, l'adoption, elle passera par des vrais enjeux pédagogiques et aussi de transparence pour les citoyens. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que je me suis très, très mal exprimée en disant que l'utilisateur avait besoin de comprendre la technologie. Je ne parlais pas du fondement de la blockchain ou du fondement de ce qui peut être centralisé ou décentralisé. C'est vraiment, pour revenir à ton exemple, Olivier, quand on achète une Audi, c'est pas pour les mêmes raisons qu'on achète une Renault et c'est pas pour les mêmes raisons qu'on va acheter une BM, etc. On a un certain avis, un positionnement, on se dit c'est plus confortable, ça va vivre plus longtemps, ça va consommer moins, etc., etc. Et donc, en fait, c'est plutôt à ce niveau-là d'information que l'utilisateur doit savoir qu'une solution est plus ou moins risquée. Typiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur Internet où l'utilisateur n'a aucune idée de ce qui est fait de ses données personnelles sur les réseaux sociaux. Parfois, il y a des challenges de 10 ans. Tag-toi sur 10 photos pendant 10 ans. Merci beaucoup parce que ça nous aide à entraîner nos algos sur ta vieillesse. Et les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, et ils sont juste là à s'amuser. Et puis, c'est plutôt cette conscience-là dont je parlais sur chacun des acteurs différents, où pour moi, un utilisateur doit savoir et doit être sensibilisé sur qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas dangereux, quelle technologie est plus sécurisée qu'une autre, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas vraiment de statistiques fondées pour le prouver, quelque chose de décentralisé est forcément plus sécurisé que quelque chose de centralisé parce que c'est moins facilement attaquable. Et quand on met ça dans la tête des individus, ce sera plus facile de se dire, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment marche la blockchain et comment on va hacher chaque bloc séparément et puis en lien avec les autres, mais vraiment que l'utilisateur puisse se dire, ah oui, en fait, c'est dangereux que toute ma donnée soit au même endroit. Peut-être que si ma biométrie était stockée là, en fait, c'est un risque pour moi. Et donc, d'avoir cette sensibilité-là et de se dire, je vais plutôt choisir l'acteur A plutôt que l'acteur B parce que c'est plus pratique. Et parfois, trop de sécurité va nécessairement réduire l'expérience utilisateur ou sa qualité. Et c'est des choix que l'utilisateur final doit faire et pas nous, en fait, pour eux.
Donc, c'est plutôt cette sensibilisation-là dont je parlais quand je parlais de technologie. Eh bien, Sarah, je vais justement rebondir pour la dernière question sur ce que tu viens de dire, sur les réseaux sociaux. Parce que moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, ce sont les jeunes. Et comment, justement, cette nouvelle génération, cet effet générationnel qui va arriver, qui ont l'habitude des réseaux sociaux, des jeux vidéo, comment vont-ils, eux, appréhender le sujet de l'identité numérique, de l'identité tout court dans le domaine bancaire, puisque ce sont peut-être déjà vos clients ou vos futurs clients. Et j'aimerais justement qu'on aborde le sujet, parce qu'on a la chance, et je ne l'ai pas dit, et je me suis rendu compte que je suis rentrée dans le vif du sujet, je n'ai même pas présenté ni les banques, ni les fournisseurs de solutions qui étaient là, mais vous l'avez compris, et vous m'en excuserez. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir un point de vue bancaire et un point de vue fournisseur de solutions avant de finir sur cette question-là et ensuite d'avoir un temps d'échange avec vous qui êtes avec nous. Je crois que jeune ou pas jeune, ça change absolument rien, en tous les cas pour une banque. Le niveau d'exigence que se met la banque sur la qualité de l'entrée en relation ou même la qualité des usages lorsqu'ils sont à distance, elle est la même que ce soit un jeune ou un moins jeune. La réglementation a le mérite de ne pas être, si vous voulez, de ne pas mettre des clivages générationnels. Donc, de toute manière, on rentrera, le mineur rentrera dans un processus où les parents eux-mêmes vont devoir présenter leur preuve de vie, si je peux ainsi m'exprimer, et il n'y a pas de modification. Après, on peut se dire, est-ce qu'un jeune va être davantage ouvert à l'utilisation d'une identité numérique dans différentes situations, qu'il soit plus habitant au digital, c'est une certitude. Est-ce que ça va jusqu'à se dire, bon, ça va être un peu open bar sur la manière d'utiliser effectivement cette information-là? Honnêtement, je ne saurais pas à vous le dire, je ne suis pas devin là-dessus, mais en tous les cas, vu des banques, je pense que la question des jeunes se pose davantage en termes de vous êtes rompu à certains usages que vous avez développés dans d'autres industries, à nous d'être aussi à un niveau, parce qu'on a été quand même un peu en retard, hein, à nous d'être aussi à un niveau là-dessus. Par contre, la réglementation, elle ne se négocie pas à l'aune de est-ce que j'ai 18 ans ou est-ce que j'en ai 23 ou 53. Voilà. Ouais, je rebondirais, c'est effectivement tout à fait d'accord. Hein, l'identité, elle a tous les âges, hein, donc depuis le berceau jusqu'à la fin. Et donc la façon de vérifier cette identité, elle va être universelle, quel que soit l'âge, en fonction bien sûr de la détention d'une identité régalienne ou pas, et ensuite de cette déclinaison dans des wallets. La vraie question, elle est plutôt par rapport aux générations sur la facilité d'usage finalement des outils. C'est-à-dire, un wallet, ça se met dans un smartphone. Et un smartphone, on parle d'iOS, on parle d'Android, et tous les utilisateurs n'ont pas la même facilité avec leur smartphone, avec les applications. Il y en a qui n'ont effectivement pas cette culture-là ou pas ces habitudes-là. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a peut-être une génération qui sera moins utilisatrice, non pas du fait de l'identité numérique, mais du fait que c'est une nouvelle application et qu'en général, ils n'utilisent pas beaucoup de nouvelles applications sur leur smartphone tout court. Donc, ça, c'est une vraie question. Et c'est effectivement tout l'accompagnement que les services comme les banques vont pouvoir faire de leurs clients pour leur expliquer comment utiliser, je dirais, au mieux ces nouvelles solutions. Mais on le fait déjà. Je veux dire, toutes nos banques, chez BNP Paribas, on a une application bancaire sur les smartphones qui fait l'authentification forte. Hein, et on a dû déjà accompagner nos clients, leur expliquer comment utiliser ce qu'on appelle chez nous la clé digitale. Bon, demain, on va devoir leur expliquer qu'ils peuvent utiliser aussi le wallet d'identité européen, par exemple, en alternative, en option alternative de cette solution. Donc, ce n'est pas générationnel au sens des attentes. C'est vraiment sur des habitudes d'usage plutôt qu'on va avoir cette différence-là. Oui, je rejoins tout à fait. Hein, c'est la question des jeunes. À la limite, on peut supposer qu'on aura moins de freins technologiques et moins de freins d'usage parce qu'ils sont digital natifs, parce qu'ils sont ancrés dans la relation numérique. Et du coup, l'adoption sera peut-être un tout petit peu plus facile avec eux. Après, la question de la confiance, elle se posera de la même manière. La question de la qualité de l'expérience client, elle se posera de la même manière. Et c'est pas vraiment un enjeu générationnel. Au mieux, ça peut être
des accélérateurs d'adoption parce que ça fait partie de leurs habitudes de vie globales. Le seul sujet éventuellement qu'il faudrait éviter, c'est de mettre sur l'identité numérique ce qu'on a connu sur d'autres sujets, à savoir la fracture numérique. C'est-à-dire, une fois que tout le monde va avoir cette identité, on va dire par exemple X% de la population française, vous allez voir nécessairement un certain nombre d'industries faire le raccourci qui consiste à dire bon, bah ça m'arrange pas mal de choses. Le processus où je me tape les papiers et compagnie, je vais vite le mettre à côté, voire je vais le supprimer. Et quelque part imposer, mais on le voit d'ailleurs dans la digitalisation de l'État, il peut y avoir de la fracture numérique sur certains sujets, mais il y a eu cet accompagnement volontariste pour éviter que cette dernière soit trop importante. Alors, effectivement, si c'est un vrai succès et que tout le monde l'adopte, qu'est-ce qui va se passer sur les 5 ou 10% de la population qui, elles, seront complètement à la ramasse sur cette question de l'identité numérique? C'est ça le vrai sujet. Donc, mais je pense que dans une banque, c'est encadré. Je ne dis pas que c'est obligatoirement la même chose dans d'autres industries, mais en tous les cas, dans une banque, c'est encadré. Et de toute façon, vous serez obligé de maintenir un minimum les approches traditionnelles. On finit sur ce sujet sur la tour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer ou pas? Donc, si personne veut s'exprimer, je tenais à vous un seul mot pour vous remercier d'avoir répondu présent. Et puis, j'aimerais donc du coup qu'on puisse dialoguer avec la salle. Qui veut poser la première question? Si vous pouvez juste décliner qui vous êtes avant de la poser. Et, Nathalie, alors, je vais faire ça. Nathalie Launay, consultant senior manager chez Galit, qui est une filiale de Soprasteria. Je travaille aussi bien pour le secteur du paiement que pour le secteur public. Vous avez beaucoup évoqué l'identité numérique du point de vue identification à la souscription, qui est effectivement une identité multiple, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la vérification de l'identité, mais de certaines données, par exemple, de customer due diligence qui pourraient être apportées par des tiers de confiance, comme l'ont évoqué Archipel ou ShareID, puisqu'en fait, c'est une identité multiple, il n'y en a pas qu'une seule. Mais j'aimerais savoir, vous avez peu évoqué la partie identité numérique, authentification forte. Il y a aujourd'hui... Vous pouvez un peu plus mettre votre micro. Alors, je vais me parler un peu plus près. Aujourd'hui, effectivement, en France, il y a un pilote mené par la France et colidé techniquement par l'Allemagne sur Potential, sur des cas d'usage régaliens qui incluent la souscription à distance, mais pas le cas d'usage paiement et authentification. Vous avez l'Allemagne qui a lancé des appels à consultation pour un cas d'usage paiement. Je suppose que vous avez été tous voir ce cas d'usage paiement avec du paiement instantané et avec une présentation avec la caisse épargne allemande qui également est en relation dans le consortium Nobid qui fait un cas d'usage paiement. Donc l'identité numérique, c'est pas que de l'identification, mais c'est également de l'authentification et potentiellement de l'authentification sur un profil qui ne nécessite pas d'avoir activé son identité régalienne, puisqu'en fait, quand vous, par exemple, lorsque vous utilisez Apple Pay, vous n'allez pas demander à Apple Pay de collecter votre carte d'identité, vous allez simplement demander par les règlements de la DSP2 Futur PSR de vous authentifier fortement pour faire le lien, votre identité numérique qui aura été validée précédemment par la banque, avec Apple Pay. Et là, dans ce projet de consortium, ça m'a interpellé. Ils ont envisagé que le wallet d'identité numérique devait être activé au niveau des données d'identité pour pouvoir utiliser, donc type 1 au niveau de l'ARF, je parle un peu technique, pour pouvoir utiliser en authentification. Est-ce que l'authentification de paiement par le wallet d'identité numérique doit être de type 2, c'est-à-dire permettre le pseudonymat, ou doit être, elle, de type 1, portée sur une identité numérique qui veut dire qu'on aura une trace d'usage par rapport à une identité, alors même avec des solutions concurrentes que sont les GAFA, on n'en a pas besoin, et que les acteurs bancaires donnent cette option-là d'utiliser Apple Pay. Voilà ma question, qui est un petit peu, peut-être un peu technique, mais elle est quand même, sur le sujet du fond, elle est importante. Il va y avoir plusieurs réponses, visiblement. Alors, déjà, merci Nathalie pour cette question. Je pense qu'effectivement, le sujet du paiement en relation avec l'identité numérique, c'est un sujet qui a été posé dès le début des travaux
en particulier avec l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement en France, et qui a fait une publication officielle à l'été 2023, je pense, et qui précise les choses suivantes. Aujourd'hui, l'identité numérique a une vraie valeur ajoutée dans le monde du paiement pour tout ce qui va être attribution des moyens de paiement. C'est un peu le principe de l'entrée en relation et de la délivrance des moyens de paiement qui sont liés, je dirais, à l'ouverture d'un compte. On ouvre un compte, ce n'est pas uniquement pour ouvrir un compte, c'est aussi pour pouvoir ensuite faire des paiements avec ce compte, faire des virements, etc. Donc là, l'identité numérique, forcément, a un rôle, je dirais, à jouer à part entière dans la sécurisation. On a évoqué rapidement, même si on ne l'a pas détaillé dans les débats, l'apport de l'identité numérique pour tout ce qui va être lutte contre la fraude et les usurpations d'identité. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y a une valeur ajoutée légitime et opérationnelle à attendre de ça. Sur le volet des transactions de paiement, c'est-à-dire de pouvoir authentifier un paiement avec un wallet d'identité numérique, aujourd'hui, la question est complètement encore en suspens. À ma connaissance, alors je précise, ce n'est pas parce qu'il y a des consortiums comme Nobid ou même EWC, qui est un autre consortium, un des 4 autres consortiums européens, qui ont mis dans leur cas d'usage les fonctionnalités de paiement avec le wallet, que cette fonctionnalité de paiement va être et a déjà été entérinée dans les usages du wallet. C'est quelque chose qui est en observation et qui est en phase, je dirais, d'analyse d'études. Le monde du paiement est extrêmement complexe en matière, je dirais, de transactions et nécessite d'avoir effectivement, comme vous le faisiez remarquer, la capacité d'embarquer un certain nombre d'attributs, d'informations complémentaires qui servent à exécuter le paiement, à vérifier sa légitimité et à mettre en place des mécanismes de lutte contre la fraude. À ma connaissance, et en tout cas, je n'ai pas d'autres informations en ce qui me concerne, et étant membre aussi du consortium Potential, à ma connaissance, ce volet paiement n'est pas encore aujourd'hui entériné ni dans la réglementation IDAS, qui est le texte de référence réglementaire, ni dans les ARF que vous évoquiez, qui sont des normes techniques, je dirais, et fonctionnelles du futur wallet européen, ni dans aucune confirmation réglementaire à ce jour. Je vais rajouter un point. Alors, exactement, dans les considérants des propositions de texte, le paiement a été évoqué, mais le fait qu'il soit, je dirais, maintenu ou pas, reste encore un sujet de discussion. Alors, c'est un sujet de débat. Comme tu l'as rappelé, sous EWC et Nobid, ce sont 2 consortiums qui ont mis dans leur roadmap de tester et d'expérimenter la partie paiement, initiation de paiement, et donc cette notion d'authentification, dans lequel les acteurs bancaires ont beaucoup investi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils regardent ça avec intérêt, mais aussi il y a des enjeux forts derrière. Je pense, et comme a été évoqué, pour l'instant, c'est émis comme quelque chose qui devrait être testé, mais dans l'ARF et on va rentrer dans la technique, mais en tout cas, ce qui est aujourd'hui va être déployé en termes de wallet, ce n'est pas encore intégré. Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être actées par l'équipe qui est au niveau européen qui donne le là. Ce qui est clair, c'est que c'est là où je parlais tout à l'heure de l'Europe. C'est-à-dire que si on veut de l'usage de ce wallet, il nous faut des cas d'usage. Et si le paiement n'est pas considéré, c'est quand même paradoxal, sachant que le paiement est quand même une activité récurrente dans laquelle on aimerait bien pouvoir capitaliser sur cet outil. Donc, je pense qu'on va y venir. Je pense qu'il faut un peu de temps. Les différents consortiums ont pris des colorations différentes. Il y a des banques qui sont très actives dans les pays nordiques qui sont sur la notion de paiement. Il y a des acteurs majeurs du paiement, les Visa et autres, qui sont très impliqués aussi. Donc, l'écosystème bouge. On verra en France comment ça va se positionner. Je pense que vous êtes les premiers à observer ça. Et il y aura probablement des ponts aussi entre les consortiums. L'Europe, il est clair qu'il y a aujourd'hui 4 consortiums, plein de cas d'usage différents. On verra comment tout ça se converge. Mais l'objectif, c'est que le paiement doit rentrer à un moment ou à un autre en discussion et que l'authentification, évidemment, est un élément à considérer. Je voudrais juste compléter la réponse que j'ai formulée, tout à fait en phase avec ce qui a été rajouté. Les wallets d'identité européens sont des solutions qui sont sous la
l'unique responsabilité des États membres. Ce que je veux dire par là, c'est que le wallet identité européen n'est pas une solution, je dirais, d'un secteur ou d'un autre. Ça n'est pas une solution du secteur financier, ça n'est pas une solution de la santé, ça n'est pas une solution des transports, ça n'est pas une solution des telcos, etc. C'est une solution qui est portée et qui est sous la responsabilité des États membres qui ont l'obligation de mettre à disposition de leurs citoyens une solution d'identité avec des services associés. Dans les services associés actuellement, il y a effectivement la brique d'identification, il y a l'authentification forte, il y a des attributs d'identité et il y a la signature électronique qualifiée. Il n'y a pas de paiement aujourd'hui défini de façon spécifique et je ne suis pas sûr, et ça c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, je ne suis pas sûr que les 27 États membres aient envie de porter une responsabilité sur les paiements dans un wallet régalien. Alors j'aimerais préciser, c'est qu'on ne parle pas que d'un wallet. En fait, si vous regardez EWC, on parle d'un wallet aussi d'organisation et qui ne sera pas régalien, mais qui aura il y aura une portabilité de l'identité faite au niveau régalien, donc nous tous. Mais après, comment je communique avec justement une banque et quelle identité la banque me renvoie et quel échange je peux avoir. Et ça, il est vrai que l'Europe a dit ce n'est pas le sujet majeur qu'on veut adresser. Ça lui a été mis par un certain nombre de pays qui a dit ah bah oui, effectivement, il faut quand même qu'on identifie les organisations dans tout ça. Et derrière est arrivé le paiement. Donc, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur en France ne va pas s'occuper du paiement. C'est une certitude. Par contre, que des acteurs, et c'est là, ça rejoint un peu ce que disait Marie, des acteurs privés vont potentiellement jouer un rôle et est-ce que ce wallet d'organisation, qui va le porter, qui va être… Ça, c'est encore des questions ouvertes, mais clairement, on n'aura pas qu'un wallet, celui du gouvernement. Alors, il y a une réponse générique et je termine là-dessus. Dans le projet de règlement, c'est encore un projet, hein, il est en phase de trilogue. Il y a un article dans la proposition initiale de la Commission européenne qui rend l'acceptation du wallet d'identité européen obligatoire pour, je dirais, les services privés et publics qui ont une obligation réglementaire ou contractuelle, on va le dire comme ça au sens large, de faire l'authentification forte d'un utilisateur. À ce titre-là, effectivement, si un moyen de paiement fait l'authentification forte, il aura l'obligation d'accepter le wallet comme solution d'authentification. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la fonction… Enfin, imaginons qu'il y ait un wallet Eurodigital demain. Il fera forcément… et que ce wallet embarquerait une fonction d'authentification forte. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera le cas, puisqu'il y a aussi des questions d'anonymisation de certaines transactions. Mais imaginons que ce wallet embarque une fonction d'authentification forte. Dans le cadre du règlement IAS-V2 qui est en cours de finalisation, l'usage du wallet d'identité européen devra être proposé comme une option, pas comme la solution. Mais voilà, et ça sera le cas pour tous les usages qui ont recours à l'authentification forte pour des raisons soit réglementaires, soit contractuelles. Mais je ne prendrai pas le raccourci de dire qu'à ce moment-là, le wallet d'identité européen permet de faire du paiement au sens transactionnel. C'est l'outil, c'est le moyen de paiement qui utilisera une fonction d'authentification, mais le paiement restera exécuté par le moyen de paiement lui-même. Je vais prendre une deuxième question. Je pense qu'il y en a en ligne et on ne veut pas ignorer les gens qui n'ont pas voulu se déplacer. Donc, on va prendre une question en ligne. On a donc quels sont les acteurs étrangers en Europe, pays, qui vous inspirent par leur discipline d'exécution avec des déploiements et un usage réel? Qui nous inspire au niveau européen de par l'utilisation et l'usage? C'est bien ça. Alors, sommes-nous inspirés par des acteurs européens? En tout cas, on s'inspire. Je ne sais pas si on est inspiré, mais on s'inspire. Non, mais l'identité numérique, ce n'est pas une nouveauté de cette année. Le sujet et les solutions sont développées sur plusieurs territoires. Il y a des pays européens qui sont des pays où l'identité numérique, finalement, est déjà rentrée dans le quotidien. Je pense à Banca ID dans les pays nordiques, je pense à It's Me en Belgique. 80% des Belges, aujourd'hui, sont équipés avec It's Me. C'est quand même… Je pense à Speed en Italie. Donc, il y a déjà une vraie réalité de ce qu'on appelle des wallets d'identité numérique ou de l'identité numérique au sens large, au niveau européen. Donc, c'est une source
c'est une aspiration au sens où on peut observer ce qui a marché et on peut observer du coup aussi quelles sont les contraintes pour passer ensuite à l'étape suivante, qui est une vision, je dirais, plus standardisée, normalisée et européenne du sujet. Voilà, donc il y a des références européennes, c'est certain. Après, forcément, sur ce qui est le design, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, on ne va pas se cacher, Karim l'évoquait, on regarde toujours ce que font Apple, Google, Amazon. Enfin, je veux dire, il y a quand même des références là sur la partie design, sur la partie expérience utilisateur qui sont de fait. Et je voudrais juste préciser une chose. Ce n'est pas parce qu'on doit faire des solutions sécurisées qui garantissent un maximum, je dirais, la protection des individus et des citoyens, qu'on va faire des trucs moches et pas agréables à utiliser. Enfin, je veux dire, les UX designers qui sont ministères de l'Intérieur, en l'occurrence sur France Identité Numérique, ils appliquent les mêmes approches du UX design que Google ou Amazon ou Apple aujourd'hui. Hein. Après, effectivement, les contraintes techniques peuvent, je dirais, limiter certaines démarches. Mais voilà, c'était juste, ça aussi, c'est une source d'inspiration. Oui, je peux peut-être juste ajouter l'Estonie aussi, qui est un exemple assez intéressant du point de vue d'un petit pays gouvernemental qui a réussi à mettre en place des identités numériques intéressantes. Voilà. Et une dernière question peut-être, existe-t-il une task force bancaire pour peser sur les choix techniques de l'identité numérique actuellement en discussion entre États membres et la Commission européenne ? Alors, aujourd'hui, les banques ont eu la possibilité de s'inscrire dans des initiatives européennes qui sont les fameux consortiums. Donc, on l'a évoqué, il y a 4 consortiums qui ont été montés à l'échelle européenne sur l'identité numérique. Un des consortiums s'appelle Potential, avec un co-lead entre la France et l'Allemagne, et qui a regroupé 19 pays, dont l'Ukraine. D'ailleurs, il n'y a pas que des pays membres de l'Union européenne, il y a aussi des pays partenaires, je dirais, de l'Union européenne qui sont embarqués là-dedans. Au passage, l'Ukraine a déjà son volet d'identité numérique et a déjà mis en production, et donc est là aussi une source d'inspiration. On parlait d'Estonie, mais l'Ukraine est aussi une référence en la matière. Et donc, ces consortiums ont été constitués. Il y a eu donc un appel à candidature, ou en tout cas à proposition de partenariat. Plusieurs banques françaises ont répondu à ce partenariat. Donc, il y a le Crédit Agricole, il y a BPCE, la Banque Postale et BNP Paribas, entre autres. Voilà, LBP, la Banque Postale, et au niveau des autres pays membres aussi, on a des partenaires donc en Grèce, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, enfin voilà. Donc, il n'y a pas de task force, je dirais, sectorielle en tant que telle. C'est la participation à ce consortium qui va permettre effectivement aux banques françaises, mais aussi aux banques européennes au sens large, de participer à la co-construction de la solution et donc de prendre en considération effectivement les attendus, à la fois en termes de conformité, mais en termes aussi de praticalité, enfin de praticité et donc de design et d'expérience utilisateur. Eh bien, Olivier a tout dit, je crois. Eh bien, si Olivier a tout dit, je le remercie. Je vous remercie à toutes et tous, à la fois les participants dans la salle derrière l'écran et les invités, bien sûr. Je vous donne rendez-vous prochainement sur les autres conférences de Finance Innovation et je vous dis à très vite. Merci.